Bienvenue à cette émission, chers amis. Vous me reconnaissez, mon nom est Marie-Josée Roux. J'ai invité pour vous à cette émission d'Appel de l'Aurore pour une deuxième semaine consécutive mon ami Yves Bédard. Il avait commencé la semaine dernière à vous parler de sa mission à Victoriaville, ici, sa mission de baptiser de chrétiens. Mais cette semaine, je l'ai invité pour qu'il vous raconte, parce que c'est un homme qui a voyagé, c'est un homme qui a été un vrai missionnaire. À Victoriaville, Yves, on peut dire que bon... en tout cas, c'était pas reconnu comme tel avant. Maintenant, de plus en plus, on parle de la mission ici, chez nous. Mais tu as été un vrai missionnaire parce que tu es allé en pays de mission au Pérou. Comment tu as été invité? C'est plutôt rare pour un laïc d'abord, mais ensuite, comment tu as été invité? On y reviendra à cette partie-là. Comment tu as été invité à aller au Pérou? Premièrement, bonjour Marie-Josée. Bonjour Yves. J'ai été invité, évidemment, la communauté du désert à laquelle nous appartenons a une mission au Pérou depuis 1981. C'est le père Yvan Boucher, un gars d'ici, de Victoriaville, qui était parti là-bas. Et puis, au fil des années, il y a plusieurs membres de la communauté qui ont été invités à aller faire une expérience là-bas. Moi, ça m'a été offert en 1991, alors que je travaillais. On était maintenant installés ici à Victoriaville. Et puis, deux personnes avaient été pressenties, deux dames avaient été pressenties pour aller vivre une expérience là-bas. Puis finalement, ils se sont désistés un peu à la dernière minute. Donc, on m'a avisé comme ça, on m'a dit, Monseigneur Guibard, qui était l'évêque du Vicariato San José de l'Amazonas, en pleine forêt amazonienne, au Pérou. Monseigneur Guibard était lui-même un Québécois. Oui, exactement. Il se cherchait... Un francophone, un franciscain, parce que le vicariat était sous la responsabilité des franciscains depuis sa création, en 1945. Et puis, on m'a dit, il va venir te rencontrer dans quelques jours pour voir. Bien. J'ai dit, bon. Donc là, il m'a rencontré. Puis, je ne sais pas si ça vaut la peine de raconter, mais je trouvais ça drôle, la façon dont cet homme-là discernait les fous. Un homme d'action, hein? Il fallait que ça avance. Donc, il est venu me rencontrer un vendredi soir, je me souviens très bien, à l'été 91. Et puis, je lui ai demandé, mais il m'a dit ça, on aimerait ça que tu viennes faire une expérience là-bas, tu pourrais être utile, parce qu'on avait déjà deux missionnaires qui étaient là-bas à l'époque. On aimerait ça que tu viennes donner un coup de main. Donc, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je vais aller faire là? Moi, dans le fond, je travaillais pour une compagnie de publicité, de graphisme, de toutes sortes de choses comme ça. Donc, je lui ai dit, qu'est-ce que je veux faire? Il m'a dit, tu feras ce qu'il y a à faire. C'est pas de tes affaires. Oh! Ça rimait. Ça avait le... C'est ça, exactement. Bon, je lui ai dit, combien de temps, une expérience, mais combien de temps je vais aller essayer ça, voir si j'aime ça. Il dit, essaie en premier, viens 2 ans, puis tu verras après si tu aimes ça. Ah là là, c'est ça. Là, je me disais, si tu as 2 ans, si j'aime pas ça, j'ai le temps de devenir fou, là. Je sais pas ce qui va se passer. Et puis, mais t'es assez fou, je dirais, pour avoir accepté. C'était le vendredi soir. Je lui ai demandé jusqu'à quand je peux réfléchir à ça. Okay. Bon, il m'a dit, ça presse pas tant que ça. Je pars seulement demain matin. Tu me donnes ta réponse demain matin. Je trouvais que c'était un peu rapide pour discerner ce qui allait être peut-être des années à venir de ma vie. Mais j'ai mal dormi, mais le lendemain matin, je me suis réveillé puis j'étais sûr que c'était que je devais j'avais utilisé les critères dont je parlais la dernière fois. Oui. Puis à partir de ça, c'était clair que je devais faire cette expérience-là. Donc, je suis parti pour faire une expérience de 2 ans. Finalement, j'ai été 3 ans sans revenir ici. Donc, tu t'es pas trop ennuyé? Non, je suis pas quelqu'un de très ennuyeux. C'est sûr qu'il y avait une adaptation assez forte à faire parce que l'Amazonie est tout un monde. Hein, oui. L'espagnol, j'avais étudié par moi-même. Ça allait quand même bien. L'apprentissage s'est fait assez facilement, je dois dire. Je pense. Mais évidemment, c'était tout un monde apprivoisé, hein, puis à tous les points de vue. Mais à travers ça, finalement, quand on m'a demandé, veux-tu revenir, tu as fait 3 ans, veux-tu retourner? J'ai dit oui, je vais retourner. Puis au fil finalement, les années se sont accumulées.
Quand même. Mais là, du moment où tu as su que tu partirais jusqu'au moment où tu es parti pour la première fois, il s'est écoulé combien de temps là, pour te laisser le temps d'apprendre l'espagnol et tout ça? J'ai eu quand même quelques mois parce que je devais retourner là-bas avec le père Yvan Boucher. Oui. Puis il était arrivé au Québec, il filait pas, puis finalement on lui a diagnostiqué une maladie tropicale. OK. Donc il a dû rester quelques mois supplémentaires. Donc j'ai eu comme environ un bon 3-4 mois pour je continuais à travailler, évidemment. Okay. Mais le soir, j'avais mes livres d'espagnol, j'apprenais par moi-même. Puis comme je suis un peu, on m'a dit souvent que je suis un peu de tendance autodidacte, donc ça allait bien, tu sais, dans le fond. Tu as appris ça facilement. Tu parles maintenant couramment, tu écris l'espagnol, c'était pour toi une corde de plus à ton arc. Oui, l'espagnol est une langue facile, il faut dire, et puis quand même, après plusieurs années, il y aurait un problème si je ne parlais pas couramment après plusieurs années. Oui, je comprends. Non, ça va bien. Donc, la première fois, tu es parti 3 ans. Oui. Pour ton entourage, tes frères et sœurs, c'était une surprise? Comment c'est? Peut-être, oui, ça les avait surpris, oui. Mon frère, mes sœurs. Quoique, non, ils trouvaient que c'était... De ce côté-là, il était très positif, même s'ils redoutaient un peu ce qui pouvait arriver. Mais dans le fond, ma mère qui vivait à l'époque. Comment elle a pris ça? Non, je pense que c'était une personne qui devenait de plus en plus croyante, ou en tout cas dans sa vie, priante. Dédiée. Et puis, je pense qu'elle voyait ça beau que j'aille vivre une expérience comme ça, sans savoir pour combien de temps ça pouvait être. Je lui avais dit que je m'en allais pour 2 ans. Évidemment, elle s'inquiétait. Oui, là, avec un peu en fanfaronnade, avant de partir, je lui avais dit, parce qu'elle était déjà elle avait dans 70 ans avancé. OK. Et je lui avais dit, si on ne se revoit pas en cette vie, on se reverra dans l'autre. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut consoler une mère, là, en tout cas. C'est pas rassurant, je peux te le dire, en tant que mère. Peut-être pas, hein? Mais bon... Alors, tu étais prête à tout, finalement? Oui, prête à tout, parce que quand on s'en va dans l'inconnu, même si on avait des missionnaires, j'avais peu entendu parler de ce qu'était la mission là-bas. Puis de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas Internet, il y avait toutes ces choses-là. Puis pour quelqu'un, je me suis rendu compte ensuite que pour quelqu'un qui est là-bas depuis assez longtemps, les choses, tout devient normal, donc on n'est pas porté tellement à raconter comment est-ce que c'est là-bas, parce que ça fait partie de notre vie. Donc c'est pour ça que j'en avais pas entendu parler tellement, mais c'était mieux comme ça aussi. Oui, parce il y avait tout à découvrir. Ah, que c'est beau. Je me souviens aussi que quand... Excuse-moi. Oui, vas-y. Je me souviens que quand je suis arrivé à Iquitos, la ville d'Iquitos, qui est sur les bords du fleuve Amazon, Monseigneur Guibard, qui m'avait demandé d'aller là-bas, était là. Lui, il t'a accueilli. À cet endroit-là, avant que j'aille à mon poste de mission à la frontière de la Colombie, il m'avait accueilli. Et puis, il m'avait dit une phrase qui était très... Monseigneur Guibard avait un immense talent pour aller... En espagnol, on dit directo al grano, ça veut dire aller directement au cœur de la question, sans flafla. OK. Bon, il m'avait dit, pour 2 ans, tu dis rien. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, essaye pas de comprendre. Bon, tu fais tout ce qu'il y a à faire, comme il m'avait dit, sans te poser de questions, mais passe pas de commentaires, de préjugés, n'utilise pas, ta raison québécoise, laisse-la dans le garde-robe. Laisse-la dans l'avion. Dans l'avion. Et puis, accueille ce que tu vas voir. Fais ton possible, mais tu n'as pas essayé de leur montrer comment doivent être les choses ou tout ça. Peut-être que... Autrement dit, apprends-toi comment ils sont, qui ils sont. Exactement. C'était encore une fois un conseil très sage. Je me souviens qu'il m'avait dit, bon, on est allé marcher un petit peu, puis il m'avait dit ça. Il m'avait donné quelques conseils très sages que d'autres missionnaires d'expérience aussi à travers ça, au fil des années, une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est la qualité de certaines personnes qui étaient là-bas. À l'époque, c'était des missionnaires québécois, dont on n'entend pas parler ici. Maintenant, ils sont décédés, ils sont revenus au Québec, mais ils sont en fin de vie. Il n'y en a plus maintenant là-bas. Là. Mais c'était de voir la qualité de certaines personnes qui étaient là-bas depuis parfois 40 ans, 50 ans, qui avaient toute une réflexion très articulée. Des sages. Oui, exactement. C'est le mot, des sages, des hommes, des femmes qui appartenaient à différentes, qui pouvaient être des sœurs ursulines, des sœurs hospitalières, des franciscains, des clercs de Saint-Viateur, peu importe. Parce qu'à l'époque, les Québec étaient une pépinière, évidemment, encore. Moi, quand je suis arrivé là-bas il y a 30 ans, un petit peu plus.
Bon, évidemment, il y avait plus, aujourd'hui, bon, il n'y en a plus, mais à l'époque, il y avait encore beaucoup de missionnaires québécois. Le Québec est l'endroit au monde qui a le plus produit, envoyé de missionnaires partout à travers le monde. Oui, c'est ce que j'avais lu à un moment donné. Hein. Pour 1000 habitants, disons, le Québec était là. Exact. Oui. Par des religieux, par des prêtres, par des frères, par toutes sortes de toutes sortes de façons. Puis aujourd'hui encore, tu ne trouves pas qu'on sent dans les jeunes volontaires, dans le groupe Solidarité Jeunesse, par exemple, qui vont faire des stages à l'extérieur, cette tendance à vouloir découvrir par l'humanisme, par la solidarité internationale, à vouloir découvrir les autres cultures. L'altruisme aussi. Hein, c'est sûr que c'est pas identifié à l'Église, c'est pas identifié, bon... De moins en moins. Les jeunes ne sont pas tellement dans ça, bon. De moins en moins. Mais à travers ça, il y a tout un désir d'aller découvrir, mais aussi d'aller faire quelque chose qui va être bon. Dans le fond, s'il n'y avait pas ça, il ne serait pas intéressé à ce genre parce qu'il n'en retire rien de financier, d'économique. Non, c'est pas ça le but. Alors qu'on vit dans un monde où c'est tellement important, tu sais, dans le fond. C'est ça. Mais il y a encore de l'espace pour ça. Même au contraire, il y a des gens qui sont prêts à débourser, à payer pour aller vivre ce genre d'expérience, de dons. Yves, tu me dis, quand je suis arrivée, on m'a dit, regarde, observe, puis dis pas un mot. Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as vu? Qui sont les Péruviens, les Péruviennes que tu as rencontrés? Oui. Bien, premièrement, c'est difficile de définir Péruvien, Péruvienne, parce qu'au Pérou, il y a comme 3 grandes régions géographiques, chacune a sa culture. C'est ça. Si on prend la bande qui suit le Pacifique, on appelle la côte, la costa, bien, c'est comme une culture qui ressemble plus un peu à la nôtre. Ensuite, si on va dans la région des montagnes, les Andes, c'est la culture des Andes, c'est-à-dire... Puis ensuite, si on va dans la forêt amazonienne, bien, peu importe, parce que la forêt amazonienne est tellement immense que ça couvre comme 9 pays, si je ne me trompe pas. Bon, là, c'est une culture amazonienne. Donc là-bas, la vie est plus selon l'environnement physique, est plus basée sur l'environnement physique. Mais surtout à l'époque, parce qu'aujourd'hui, évidemment, avec les moyens de communication qui ont transformé beaucoup les choses, hein, maintenant, il y a Internet à beaucoup d'endroits. Au Pérou le aussi. Le téléphone cellulaire, tout le monde a des téléphones cellulaires, donc il y a comme une espèce d'élargissement de ce que peut être notre culture à travers ça, mais à l'époque, surtout, ce que j'ai découvert, c'est la culture amazonienne. Puis comme je disais, il m'en reste encore à découvrir, évidemment, parce que, bon, il y aurait des langues, il y a des tas de langues indigènes dans l'Amazonie, dans chaque région on peut aller. Il y a aussi toute la question de l'alimentation, parce que l'alimentation est basée plus sur des plantes qui poussent là-bas. La façon de penser, parce que une personne de l'Amazonie n'est pas comme une personne des Andes. La personne de l'Amazonie est plus extrovertie, alors qu'une personne des Andes où il fait froid puis il y a moins de lumière est plus introvertie. Puis on le sent, il suffit d'aller une fois dans la région des Andes, puis on sent bien qu'on est sorti de l'Amazonie, on n'est plus là, on est rendu ailleurs. C'est comme un autre pays. C'est du bon monde, ils ont chacune leur mais ces personnes-là ne sont pas différentes, puis c'est là qu'on se rend compte à quel point l'environnement physique dans lequel on vit est important. Et modèle ce que l'on est aussi. Oui, exactement. La luminosité des autres choses, hein, parce que là-bas, c'est un peu particulier, la lumière en Amazonie. À 6 heures le matin, il fait jour en quelques minutes. Oui, exactement. Puis le soir, il fait nuit en quelques minutes. 6 heures du soir, il fait... 6 heures du soir. Il y a une demi-heure de différence entre la journée la plus longue de l'année et la plus courte. Parce qu'on est à quelques degrés de la ligne d'équateur, donc... Déjà là, c'est un choc pour nous. Pas de saison non plus, donc là, on se surprend à se dire « Ah, on est en décembre, ça va être Noël dans quelques semaines. » Il fait soleil, alors que c'est une période de chaleur intense. Yves, tu parles des beautés des Péruviens, des Péruviennes. Tu as trouvé là-bas... On a beaucoup de préjugés, nous, les gens du Québec. On pense que les gens sont très souriants, sont très heureux. Qu'en est-il? Qu'est-ce que tu as trouvé? Moi, en tout cas, comme Québécois, je vois toujours des photos où les enfants rient. D'abord, les enfants. Il y en a partout. Oui, évidemment. C'est très différent. Beaucoup d'enfants, beaucoup de babillements, de joie, je dirais, qu'apportent les enfants. Qu'en est-il, selon toi? Qu'est-ce que tu as trouvé de ce sourire-là, cette joie de vivre? C'est ce que tu vois? C'est ce que tu... La joie de vivre est là, puis elle est basée, ce que je crois, ce que je pense, elle est basée sur une espèce de courage face aux difficultés, à l'adversité. Que c'est beau. Donc, je pense qu'ils grandissent en se disant, de toute façon,
il y a des tas de choses qu'on ne pourra pas contrôler dans notre vie. Tu sais, dans le fond, là-bas, bon, simplement, il n'y a pas d'assurance, chômage. Dieu sait s'il faut. Ici, on est en manque de main-d'œuvre, alors que, encore, je reviens, il y a peu d'un autre séjour. Oui. Et puis, bon, mon Dieu, la lutte pour trouver du travail, c'est constant. Donc, il y a tellement de choses sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle, il n'y a pas non plus de bien-être social, tu sais, il n'y a pas d'aide sociale universelle comme pour nous, là. Ces choses-là. Pension de vieillesse, c'est très minime, puis ça fait seulement quelques années que ça existe, non? Donc, à travers ça, il y a une espèce de courage, une résilience, surtout à travers la pandémie qu'ils viennent de vivre. Quand je suis arrivé là-bas, je suis retourné, bon, récemment. Dernièrement, il y a un peu plus d'un an, je suis arrivé là-bas, puis il y avait déjà plus de 200 000 morts pour la COVID. Pandémie. Et puis, c'est un autre monde, hein. Ils sont prêts à faire beaucoup de sacrifices de toutes sortes dans leur vie parce qu'ils n'ont pas nos mêmes critères un peu de bien-être, si on veut. Oui, c'est ça. Par exemple, de prospérité. Pour eux autres, il n'était pas question d'avoir des manifestations dans les rues pour du monde qui ne veulent pas porter un masque. Ils couraient après les masques. Si je leur avais dit ça, ils auraient dit, voyons, c'est quoi, vous êtes des moumounes? Ils me l'auraient dit en espagnol. Qu'est-ce qui se passe là, de ne pas vouloir porter alors que c'est pour protéger votre vie? Oui, c'est bon, ça. On en est là. Bon, ici, c'est une constatation, là. Parce qu'ils ont vu mourir des proches, des gens. Exactement. Puis eux autres, il n'y avait pas la chance pour eux autres d'avoir des manifestations du monde qui ne voulait pas se faire vacciner. C'est à peu près incompréhensible pour eux. Alors qu'ils savent que sinon, ils se mettent en grand danger. Puis Dieu sait... Ils en ont vu mourir, hein? Beaucoup. Des jeunes, des médecins, des infirmiers, des professeurs, dans la première vague. Un des villages où je suis allé travailler dans la dernière année, beaucoup de personnes que j'avais connues, je suis allé les visiter au cimetière le premier dimanche où je suis arrivé. Ah, oui. Parce qu'on me disait, un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort, des professeurs de toutes sortes de monde. Catastrophe. Donc, moi, si j'ai à retenir quelque chose, c'est le courage. Hein. Les conditions de vie ne sont pas faciles. Avec la COVID, pour un pays qui n'a pas de filet social, évidemment, ça a été plus difficile que jamais. Ils sont en train d'essayer de s'en remettre, mais tu sais, c'est difficile. Ça a été une grosse épreuve pour eux. Yves, quand tu pars au Pérou, tu t'en vas travailler au nom de l'Église. Tu es accueilli par l'Église du Pérou. Il y a un diocèse, un vicariat qui t'accueille. Qu'est-ce que tu y fais? Tu fais ce qu'il y a à faire, mais ça s'est avéré être quoi, finalement? Ça s'est avéré être beaucoup de choses, parce qu'à l'époque, j'étais, disons, les années où j'étais plus stable au Pérou, mais j'étais avec quelques membres de la communauté du désert, au moins un membre, le Père Yvan, ou parfois un autre, dans une paroisse, on peut dire, on appelle ça un poste de mission. En général, c'était sur le fleuve Putumayo, qui est la frontière entre le Pérou et la Colombie. Ensuite, bon, je suis revenu ici parce qu'on avait besoin de moi et puis pour différentes raisons aussi. Pour les jeunes volontaires, tu nous en as parlé tout à l'heure. Et puis, bon, occasionnellement, on me demande de retourner, ce que je viens de faire pour une période d'1 an. Oui. Et puis à ce moment-là, bien, comme ça s'est produit il y a quelques années aussi, on me demande d'aller gérer des projets de construction là-bas. Parce que les infrastructures du vicariat, de ce qui avait été construit, disons, il y a 60 ans, parfois même un peu plus, vieillissent beaucoup. Ça avait été construit en bois, bon, mais là-bas, évidemment, c'est compliqué. Il pleut énormément, tout a tendance à pourrir, malgré la qualité des bois. Il y a les termites, il y a les bouts de bois. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas ici qui compliquent les affaires. Donc là, on me demande d'aller gérer des projets de rénovation, parfois, ou de construction. Pour les postes de mission du vicariat. C'est le principal besoin actuel du Pérou dans le vicariat auquel on est rattaché. Un besoin, puis évidemment, quand il n'y en a pas d'autres, on est le meilleur, donc c'est à moi qu'on fait appel. Ça, c'est une vieille expression du désert qui fait rigoler entre nous, mais entre nous deux. Yves, tu as tous les talents aussi. Tu es un contremaître. On en a parlé dans l'autre émission. Tu es un contremaître. Tes études en graphiste font de toi presque un architecte. Tu as du talent pour la construction, pour concevoir des plans, les exécuter, prévoir les budgets. C'est quand même un travail imposant que tu as réussi à développer au fil du temps. Je pense que ça part d'abord de la confiance que le vicariat peut avoir en toi. Parce que là-bas, les hommes de confiance, c'est difficile à trouver, c'est ça, hein? Bien, c'est-à-dire,
ça prend pratiquement quelqu'un qui est déjà, disons, qui intègre déjà le vicariat pour aller faire des choses comme ça. Parce que remettre ça entre quelqu'un, bon, même si sûrement que la personne pourrait être... Ce sont des gros budgets. Hein? C'est des gros budgets, puis c'est un peu dangereux. Pour des expériences qu'ils ont vécues dans le passé, ils savent que c'est mieux d'essayer de confier ça à quelqu'un qui a un lien depuis longtemps avec le vicariat et puis qui n'a pas besoin, j'ai pas besoin de cet argent-là pour vivre, c'est bon, absolument pas. Parce qu'il faut se le dire, le Pérou, c'est un pays aussi où il y a beaucoup de corruption, puis où malheureusement, oui, c'est ça. Où le détournement de fonds, c'est plus courant que l'inverse. Oui, c'est ça. Les gens d'ici ont beau dire, ça, il y en a partout, mais il faut l'avoir vécu pour savoir, tu sais. Puis ça, c'est pas parce qu'ils sont... Il y a des raisons à ça. À toute chose, il y a une raison. Voilà. Il faut essayer de comprendre les raisons. Puis ils sont très rationnels, les raisons. Les conditions tu les expliquerais comment? Le fait qu'il n'y ait pas de filet social vraiment développé, les conditions de vie, une espèce de mentalité qui se développe aussi par le mauvais exemple. Il s'installe une espèce de culture où une personne qui a un poste public, disons, que ce soit dans une municipalité ou quelque part au gouvernement, va essayer d'en tirer un avantage économique quelconque. Évidemment, il faudrait que ça vienne qu'à cesser, parce que comment peut-on avancer s'il y a tellement d'énergie puis d'argent qui se perd dans toutes ces espèces de filets comme ça, puis au bout du compte, c'est les plus pauvres qui vont en souffrir parce que c'est à eux qu'on ne peut pas offrir ce qui sera en droit d'obtenir finalement. Ça ne se rend jamais jusqu'à eux. C'est ça, exactement. Heureusement, depuis un certain nombre d'années, par exemple, le Pérou a une bonne croissance économique. Ils ont des ressources Mais il ne faut pas croire vraiment à ce qui était comme une espèce d'illusion que quand il y a beaucoup d'argent, si les riches s'enrichissent beaucoup, il va y avoir une belle manne ou une belle tombée de neige qui va arriver jusqu'aux plus pauvres en bas, à fond quelque part entre les deux. Là. C'est comme ça. La neige fond. Au Pérou, il fait chaud. Ils font juste recevoir la pluie, mais rien d'autre. Là. Oui. On les exploite aussi. Hein? Ils ont des belles richesses naturelles, mais on l'a bien compris. Ici, au Canada, comme dans les pays riches, qui les entourent ou même qui les connaissent. Oui, bien c'est sûr on a aussi. On a pensé à toute l'histoire du caoutchouc, puis du liège, puis maintenant le mazout. Yves, plus près encore de nous, tu as connu là-bas quelqu'un que tu aimes. Tu as marié une Péruvienne. Oui. Donc, tu es maintenant un missionnaire laïque marié. Oui. Houdid est venue vivre ici au Québec. Elle a appris le français, puis elle vit maintenant avec nous, parmi nous. Oui, depuis un bon nombre d'années déjà. Raconte-nous, Yves, durant ta dernière mission, comment le changement, il y a eu un changement dans ta dernière mission. Tu nous en as parlé un peu, j'aimerais que... un changement dans le sens où... j'étais jamais allé à un endroit aussi isolé. Là. J'étais vraiment sur le très haut fleuve Putumayo, près de la frontière de 3 pays, parce que j'étais du côté péruvien. C'est le fleuve qui fait la frontière entre la Colombie et le Pérou, donc de l'autre côté du fleuve, un fleuve qui est quand même pas très large, là. Le fleuve Putumayo. L'autre côté, c'est la Colombie, puis j'étais près de l'équateur. Donc j'étais dans une zone très isolée, une zone de pur narcotrafic, faut se le dire. Là. S'il n'y avait pas le narcotrafic, je ne pense pas qu'il y aurait personne qui vivrait là à peu près. Tu sais. Narcotrafic, tu veux dire qu'il y a beaucoup de culture de cocaïne, de coca. De coca, oui. De coca. Du côté colombien, mais du côté péruvien aussi. Même si disons, les patrons sont colombiens. Parce que c'est payant, parce que c'est devenu une source de financement. Parce que c'est un territoire tellement immense, à peu près incontrôlé. Donc, c'est une espèce de paradis pour la production de feuilles de coca, puis la transformation, puis ce qui entraîne évidemment des grands problèmes à tous les points de vue. Il est sûr que ça amène de l'argent. Donc, si on enlevait ça, il faudrait que les gouvernements réussissent à trouver quelque chose pour remplacer, parce qu'il y a du monde qui vit là maintenant. Oui, c'est ça. Et puis, il faudrait... Qui vivent de cette culture. Oui, exactement. C'est... Bon, mais pour ce que j'avais à faire, évidemment... la difficulté n'était pas ça, même si ça découle un peu aussi, parce que mais c'était
c'était de gérer vraiment une construction, de devoir construire une maison dans un endroit très isolé, avec des grands problèmes d'approvisionnement de toutes sortes, surtout pour les matériaux. C'était compliqué. Bon, fallait que je loue un bateau de bois à une dame qui avait ça, avec un moteur. Puis là, on montait, durant la nuit, on montait à Leguizamo, une ville colombienne, à 3 heures de bateau, avec le peu d'argent que je réussissais à recevoir du vicariat à la fois dans une banque colombienne. Là, je pouvais ramener un peu de matériel. Il y avait des défis. Oui, c'était des grands défis, sans avoir vraiment d'accompagnement. Mais tu sais, bon, comme m'avait dit Monseigneur Guibard, tu feras ce qu'il y a à faire. Puis, tu l'as fait jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Ben. Il s'est passé quand même tu as passé une belle année, tu as vécu des choses intérieures très profondes. Oui, c'est ça. C'était une période vraiment très de solitude. Oui. Parce qu'il n'y avait pas d'autres missionnaires où j'étais. Je vivais dans une petite maison de bois en arrière de la bâtisse principale qu'on a fait construire à la dernière minute, une petite cabane de bois. Puis à travers ça, j'ai vécu, ça a été difficile. Je peux dire, ça a été l'année la plus difficile de ma vie, même après avoir passé plusieurs années en mission. Ça a été l'année la plus difficile devant tous les défis qu'il y avait. Logistique. Parce que le projet était plus ce qui avait été entendu avec le vicariat, parce que le père, le missionnaire qui était là, avait décidé qu'il prenait des décisions à part. Puis il m'avait laissé ça, mais finalement, c'était pas ce qui avait été entendu avec le vicariat. Mais tu as vécu quand même le soutien de la part de Dieu. Tu as prié beaucoup. Tu as fait appel à Gérard, puis à tous les saints qui sont maintenant ta mère, entre autres, qui est décédée il y a quelques années. Tu es revenu bien vivant, transformé, heureux? Oui, heureux que ça soit fini, même si je vais retourner, parce qu'on n'a pas pu terminer complètement. Parce qu'on m'a avisé à la dernière minute que là, bon, il fallait couper le robinet, donc j'ai pas pu, mais je me suis engagé à retourner quand il va y avoir plus d'aide pour aller finir ce projet. Terminer ce projet-là, puis mais heureux de ce que j'ai vécu à travers ça, heureux d'avoir redécouvert aussi la spiritualité dans le fond. Mais là-bas, il fait noir à 6 heures du soir. J'étais dans une petite maison, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien, tu sais, dans le fond. Il faisait noir, puis c'était un bon endroit pour vivre quelque chose d'intérieur. Yves, c'est déjà la fin de l'émission. Je regrette, j'aurais encore j'aimerais beaucoup entendre d'autres récits de tes missions. C'est déjà la fin. Je vous dis merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Peut-être que je le réinviterai, si tu veux bien. Merci, Yves.